bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, j'allais dire, qui est vieux comme le monde. Non, qui n'est pas vieux comme le monde, mais qui existait déjà quand on a inventé le mot cybersécurité. C'est-à-dire que la génération de nombres aléatoires, c'est un sujet qui est arrivé en même temps que la cryptographie, quasiment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux actuels de la génération de nombres aléatoires, parce que bien qu'il s'agisse d'un vieux sujet, l'évolution des technologies de semi-conducteurs, par exemple, font que on fait face à de nouvelles problématiques et donc on a de nouveaux enjeux. Ma présentation aujourd'hui, d'abord je vous dirai de quoi on parle, donc des générateurs de nombres aléatoires, et je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, ce qui nous amène au comment. Comment fait-on pour générer les nombres aléatoires dans les composants électroniques? Et une fois qu'on aura compris ça, ça nous permettra de savoir le pourquoi on travaille encore aujourd'hui sur ces générateurs-là. Et j'en profiterai à la fin pour vous montrer ce qu'on fait tous les jours dans notre laboratoire. Je vous propose qu'on commence par cette première partie. Qu'est-ce que les générateurs de nombres aléatoires? On aurait été en 2010, j'aurais commencé ma présentation par un mème sur les RNG. Mais aujourd'hui, on est en 2023, et en 2023, on ne coupe pas à ça. Donc j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me générer des nombres aléatoires. Et effectivement, il y arrive. J'ai essayé de le coincer ensuite en lui demandant si ces nombres étaient vraiment aléatoires. Qu'est-ce qu'il me répond? Donc effectivement, il nous répond que c'est impossible de prouver si ces nombres sont vraiment aléatoires et que seuls les tests statistiques le permettent. Et il nous donne quelques informations intéressantes aussi. Il nous dit que les ordinateurs ne sont pas capables de générer des vrais nombres aléatoires parce qu'ils utilisent des générateurs pseudo-aléatoires en définissant ce qu'on appelle les PRNG. Et à l'inverse, on a des générateurs qui utilisent des phénomènes physiques qui, eux, génèrent des nombres vraiment aléatoires. On appelle ça les TRNG. Voilà, donc après cette petite introduction, je vous propose de regarder dans quel domaine on utilise ces fameux générateurs. Donc évidemment, en cryptographie, on les utilise. Pourquoi on les utilise? Pour faire des clés, par exemple, pour générer des mots de passe. On les utilise aussi pour les mécanismes anti-rejeu, les fameux challenge response. On les utilise pour faire du masquage aussi. Ensuite, on a le domaine de la simulation numérique. On se sert des nombres aléatoires pour générer des événements dans des modèles mathématiques. On a bien évidemment le jeu, donc que ce soit le jeu d'argent, dans lequel on a besoin d'avoir des tirages aléatoires, ou même le jeu vidéo en général, où on utilise l'aléa pour rendre le monde un petit peu plus réel et moins mécanique. On a le test de qualité, dans lequel on utilise ces nombres aléatoires comme entrée des boîtes qu'on veut tester pour voir si tous les cas sont couverts, même les cas un peu bizarres. Et puis après, on a le monde de l'art numérique aussi qui émerge aujourd'hui, qui utilise beaucoup d'aléas. Donc, si on regarde ces domaines-là qui utilisent des nombres aléatoires et qu'on essaye d'extraire les propriétés qui sont nécessaires à ces nombres, si on regarde par exemple le monde de la simulation ou du test, on imagine bien qu'il va falloir couvrir beaucoup de cas. Pour couvrir beaucoup de cas, il faut être sûr que notre génération, elle soit bien couvrante. Et du coup, on dit qu'on a besoin d'uniformité. C'est-à-dire que les générateurs de nombres doivent fournir des suites uniformes. Donc par exemple, si on tire des nombres binaires, des 0 et des 1, une suite uniforme, ce serait celle-ci, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, parce qu'on a autant de 0 que de 1. Par contre, à votre avis, est-ce que c'est suffisant, cette condition? Je vois monsieur qui dit non déjà. Et pourquoi c'est pas suffisant? D'accord, donc monsieur est toujours sur l'uniformité. Effectivement, il y a des problèmes. Mais on peut aussi deviner facilement le nombre suivant, qui là serait probablement un 0. Et donc effectivement, ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi d'imprédictibilité. C'est-à-dire que vous avez un nombre, et vous n'êtes pas capable de deviner quel sera le nombre suivant. Et notamment pour la cryptographie et pour les jeux, comme les jeux d'argent par exemple, si vous étiez capable de deviner le prochain tirage au loto, ce serait quand même un problème.
Et du coup, en mathématiques, on dit qu'on a besoin d'indépendance et de nombres identiquement distribués. Donc, on appelle ça IID. Donc, je vous passe la définition, mais pour mieux la comprendre, je vous propose de regarder ce graphe-là. On a un graphe de transition, c'est-à-dire que sur l'axe des axes, vous avez les réalisations du générateur à l'instant t, et sur l'axe des ordonnées, les réalisations à l'instant t plus 1. Donc, par exemple, si on a tiré un nombre proche de 0,2, et ben ce point-là dit qu'à l'instant suivant, on aura eu ce nombre-là. Donc, si notre générateur n'était pas indépendant, qu'il y avait des dépendances entre les données, on verrait déjà des points qui seraient surreprésentés sur ce graphe, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être plus de chances de passer du 0 au 0. Et là, ce n'est pas le cas. Et si notre générateur était biaisé, c'est-à-dire qu'il sortait des nombres non uniformes, eh bien on aurait des cadrans du graphe qui seraient surreprésentés. Par exemple, si on tirait beaucoup plus souvent des 1 que des 0, on aurait plus de points par là que par là. Voilà, donc c'est une façon un peu pour comprendre avec les mains les caractéristiques dites IID, donc indépendantes et identiquement distribuées. Et ça nous amène du coup à la testabilité de ces nombres et aux standards de test. Donc j'ai récupéré cette petite image sur Internet. Tous ceux qui ont cherché générateur de nombres aléatoires sont tombés sur cette petite comique. Et effectivement, si sur une suite très grande de nombres aléatoires, vous avez 6 nombres identiques, par exemple 9, 9, 9, 9, 9, 9, vous allez vous dire, eh ben non, c'est pas aléatoire. Mais sur une suite infinie de nombres, pourquoi on n'aurait pas à un moment donné une suite de 6 nombres identiques? Et effectivement, c'est là la clé du problème, c'est que pour prouver que l'aléa est, pour prouver la qualité de l'aléa, on aurait besoin de suites infinies. Or, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir une suite infinie, enfin, aujourd'hui ni jamais d'ailleurs. Du coup, en pratique, on utilise des suites de nombres très grands. Donc, les tests aujourd'hui, c'est sur 10 puissance 8 ou 10 puissance 7 bits. Et donc, qu'est-ce qu'on teste? Je vous ai dit qu'on testait IID, donc on va mesurer le biais de ces nombres, et on va mesurer aussi les corrélations ou les autocorrélations, parce que si des suites numériques corrèlent, ça veut dire qu'on peut avoir des dépendances de données, et donc que les aléas soient prédictibles. Et donc, ces deux mesures, on les fait sur toutes les données dont on dispose, mais aussi des sous-ensembles de ces données, donc des sous-ensembles en divisant par 2, par 4, enfin... Ça fait un certain nombre de possibilités. Et sur ces sous-ensembles, on fait aussi ce qu'on appelle du sous-échantillonnage, c'est-à-dire que vous allez prendre d'abord tous les nombres, et puis après un nombre sur 2, et puis un nombre sur 8. Et si vous vous mettez à trouver des corrélations tous les 8 nombres, elles pourraient être cachées sans sous-échantillonnage. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, les tests sont rassemblés dans différents standards qui sont donnés par le NIST, du côté des USA, et par le BSI en Allemagne. Et ces standards de tests donc, spécifient un grand nombre de tests de suites statistiques qui se basent sur ce que je viens de vous dire. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que, enfin aujourd'hui, depuis quelques années déjà, c'est que les Allemands définissent dans leurs standards un requirement particulier qui est de pouvoir modéliser l'aléa. Et c'est ce que je vous expliquerai par la suite. Les générateurs de nombres aléatoires, on peut aussi les faire évaluer par des CESTI et on peut les faire certifier par l'ANSSI aujourd'hui. Voilà, donc j'en arrive à comment on peut générer des nombres aléatoires dans les composants électroniques. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir une vue globale de ce qu'est un TRNG. Donc on commence par le phénomène physique, donc c'est vraiment ce phénomène qui va générer l'aléa qu'on va vouloir utiliser. C'est une grandeur physique, donc il va falloir la numériser. Et du coup, en sortie de ce qu'on appelle la source d'entropie, on a un flux de 0 et de 1, mais qu'il va falloir légèrement corriger parce que notre générateur physique, il y a toujours, j'allais dire des aléas, non, des imperfections par exemple. Il peut y avoir un tout petit biais, enfin voilà. Donc on utilise des fonctions de lissage pour corriger un peu cet aléa. Et ensuite, on obtient ce qu'on appelle une graine. Et cette graine, on va faire dessus un retraitement cryptographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser par exemple une primitive de crypto ou une fonction de hachage pour utiliser la graine et générer un aléa cryptographique, c'est-à-dire un aléa que vous allez pouvoir utiliser
dans une fonction cryptographique, par exemple, pour générer une clé. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on reboucle la sortie de l'aléa et on la remélange à la graine pour rendre la chose, pour garantir certaines propriétés de sécurité, on va dire. Et ce qui est très important aussi dans un TRNG, c'est qu'on a des tests embarqués. Donc il faut que vous soyez capable de monitorer en temps réel si votre source d'entropie délivre toujours la même qualité d'aléa. Parce que, imaginons qu'il y ait une défaillance ou une malveillance, il faudrait que vous puissiez prévenir l'utilisateur que les nombres qu'il utilise en ce moment ne sont plus de qualité satisfaisante. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme phénomène physique pour générer des sources d'entropie? Donc, on a beaucoup de choses très diverses, vous allez voir. On a par exemple l'effet d'avalanche dans la diode Schottky. Donc, cette diode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche le courant de passer. Ce courant s'accumule dans les matériaux de la diode. Et puis, à un moment, on a ce qu'on appelle une sorte de claquage. Et par avalanche, le courant s'échappe. Et donc, du coup, on voit ça. La diode se charge, on pourrait dire, et puis elle se décharge. Et ce temps-là, c'est un temps complètement aléatoire. On trouve aussi d'autres choses, donc la métastabilité d'un point SRAM. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à la base du générateur aléatoire qu'on a dans les composants Intel aujourd'hui. L'idée, c'est que si on fait rapidement, une cellule SRAM, donc c'est deux inverseurs mis en tête bêche, et quand vous les allumez, vous avez une chance sur deux de les allumer à 1 ou de les allumer à 0. On a des choses qui tournent autour du quantique aussi. Donc, si vous avez une source de photons et que vous les mettez sur un miroir semi-transparent, il y a une chance sur deux que le photon se retrouve sur un détecteur ou sur l'autre. Donc, cette image, je l'ai trouvée, pour la petite histoire, sur le site de la Loterie nationale de Zambie, qui a une page dédiée au générateur de nombres aléatoires et qui est très bien faite. J'ai cherché Française des Jeux, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si elle existe. Voilà, donc ce type de sources, on les retrouve aujourd'hui dans des composants embarqués. Typiquement, dans un téléphone Samsung, on a ce genre de composants. On a des choses aussi très, j'allais dire farfelues, non, très spécifiques. Vous connaissez tous et toutes les lampes à lave. Eh ben, elles peuvent servir pour générer des nombres aléatoires basés sur le mouvement brownien. Donc, on a un fournisseur de cloud qui s'appelle Cloudflare, qui a un mur de lampes à lave, qui le filme, qui arrive à extraire des nombres aléatoires de ça et qui fournit ces nombres dans leur service cloud. Voilà, donc on a plein de façons de générer des sources d'entropie avec des phénomènes physiques. Nous, on s'intéresse plus principalement aux oscillateurs en anneaux. Donc, qu'est-ce que c'est un oscillateur en anneaux? C'est une boucle avec un nombre impair d'inverseurs. Et si vous regardez un signal qui parcourt toute cette boucle, chaque inverseur a un temps de propagation, c'est-à-dire qu'il y a un temps entre l'entrée du signal et sa sortie. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, la valeur s'est propagée. Vous la réinjectez au début, elle s'inverse. Et donc, du coup, en sortie, vous obtenez une horloge, donc un signal périodique, dont sa longueur est n fois le delta élémentaire introduit par une cellule. Donc, dans la pratique, si on zoome entre guillemets sur ce signal d'horloge, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a ce qu'on appelle un bruit de phase, c'est-à-dire que les fronts de l'horloge bougent tous un petit peu. Et ce phénomène, on appelle ça la gigue d'horloge. Donc vous me voyez tous venir, cette gigue d'horloge, ça va être notre source d'aléa. Et du coup, cette sortie d'oscillateur, si je l'échantillonne avec une horloge, donc c'est-à-dire qu'avec une bascule, j'échantillonne à tous les fronts montants de mon horloge, et ben, j'obtiens la suite aléatoire suivante. C'est-à-dire que là, je ne sais pas trop ce que j'échantillonne, un 1 ou un 0, parce qu'on est dans une zone indéterminée, puis un 0, 0, là, je ne sais pas trop, puis un 1. Voilà comment on génère notre aléa à partir du bruit de phase. Et dans la pratique, une horloge parfaite, ça n'existe pas. En fait, on échantillonne notre oscillateur avec un autre oscillateur. Et du coup, ça a plusieurs avantages. C'est que d'abord, on a un effet différentiel. Donc, imaginez qu'un attaquant perturbe le circuit. Eh ben, il ne va pas perturber un oscillateur, mais les deux. Donc, avec de fortes chances, les deux vont varier à peu près en même temps. Donc, on diminue la capacité d'attaque. Et donc, du coup, cette sortie aléatoire, elle exprime le bruit de phase qu'on a dans notre oscillateur. Donc, la bascule que je vous ai montrée précédemment, c'est vraiment
générateur de nombres aléatoires 101. Maintenant, on a des architectures un peu plus complexes, mais qui sont relativement simples quand même. Par exemple, celle-ci, on a 2 oscillateurs. On divise la fréquence d'horloge par un facteur de division. Donc, mise en œuvre très simple. Par contre, comme on divise l'horloge d'échantillonnage, eh ben, on a un flux binaire beaucoup plus lent. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut accélérer la sortie? Eh ben, on parallélise avec plusieurs oscillateurs. Et donc, du coup, on atteint un débit plus fort. Mais dans ce genre d'architecture, qu'est-ce qu'on a? On a environ une centaine, ou enfin quelques centaines d'oscillateurs en anneaux. Donc, du coup, on augmente la surface de la zone, enfin la surface du composant nécessaire. Et on augmente aussi la consommation. Après, on a des architectures un peu plus astucieuses, où ici, on échantillonne 2 oscillateurs qui ont des fréquences très proches. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si un oscillateur est en avance par rapport à un autre, on va échantillonner des 0. À l'inverse, s'il est en retard, on échantillonne des 1. Et donc, du coup, cette sortie, elle est l'image de la différence de phase d'un oscillateur et de l'autre. Et donc, du coup, tout simplement, on met un compteur. Et ce compteur, il est remis à 0 à chaque fois que les horloges changent de phase l'une par rapport à l'autre. Et la valeur de ce compteur, ben, ça va être un nombre aléatoire. L'avantage de cette structure, c'est qu'elle est très haut débit. Elle est très petite parce qu'elle nécessite que 2 oscillateurs. Par contre, son gros désavantage, c'est qu'on a besoin d'avoir 2 fréquences très très proches. Donc quand je dis très très proche, ce n'est pas la milliseconde, ce n'est pas la nanoseconde, c'est la picoseconde. Et vous imaginez que designer un circuit à une picoseconde près, c'est déjà très difficile. Mais au moment où vous réalisez ces circuits, vous en faites un certain nombre. Aucun moyen d'arriver à une telle précision avec la dispersion de fabrication. Voilà, donc maintenant que vous savez de quoi on parle et vous voyez comment on fait pour générer des nombres aléatoires dans les composants électroniques, je vais vous parler des enjeux, des nouveaux enjeux ou des enjeux actuels. Je vais vous les donner tout de suite, ce sera plus simple. Donc, on a déjà la cryptographie post-quantique qui augmente drastiquement la taille des clés. Donc, ça veut simplement dire qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de débit dans les générateurs de nombres aléatoires. Aujourd'hui, dans un composant électronique, on parle de quelques centaines de kilobits par seconde. On va plutôt avoir besoin de quelques mégas, voire dizaines de mégabits par seconde avec la crypto post-quantique. Voilà, et les 2 enjeux suivants donc, tournent autour du bruit, les bruits qu'on va mesurer, et de la nécessité de modélisation. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Tout à l'heure, on a vu qu'un générateur de nombres aléatoires, donc là, je vous ai donné le TRNG complet, la seule chose qu'on puisse faire, c'est faire des tests statistiques sur les données qu'il sort. Mais si on regarde un peu plus précisément, finalement, on a nos oscillateurs en anneaux qui ont un certain bruit de phase qu'on peut mesurer avec des appareils ERF, par exemple. Et si on descend encore plus bas dans le phénomène, on en arrive aux transistors qui ont tous des bruits particuliers. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, rassurez-vous, c'est la slide la plus touffue de ma présentation, mais je vais tâcher de bien l'expliquer. Donc, pour les générateurs, le mieux, c'est d'avoir le bruit thermique. Pourquoi? Parce que c'est un bruit blanc gaussien, donc qui est non corrélé. Ce bruit thermique, vous l'avez ici en bleu. Et il se trouve que plus les technologies silicium avancent, plus on réduit la taille du transistor. Et en réduisant la taille du transistor, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les structures étant plus petites, on va avoir beaucoup plus d'électrons qui vont pouvoir fuir à travers le transistor. Donc, pour pallier à ce problème, ici, vous avez une coupe de transistor. Eh bien, on rajoute une couche de métal à forte isolation pour pallier aux fuites. Mais le problème, c'est que ce métal, il vient faire ce qu'on appelle des pièges d'électrons. Donc, il piège ces électrons, il les relâche. Et ce bruit, c'est un bruit aléatoire aussi, caractérisé en, je ne vais pas dire trop de gros mots, mais en pente 1 sur F2. Et si on fait la somme de tous ces petits bruits qui sont dus à chaque défaut du métal, eh ben, on obtient un bruit en 1 sur F. Et ce bruit, on l'appelle bruit de scintillement, en anglais bruit de flicker. Le gros problème, c'est que ce bruit de flicker est corrélé. Et dans les mesures qu'on a pu faire sur les circuits actuels, donc en deçà de 28 nanomètres, on remarque que la fenêtre dans laquelle on a du bruit thermique, elle est très très fine. On a beaucoup de bruit de quantification et après, on a majoritairement du bruit de flicker. Donc, on se pose la question,
si ce bruit de flicker, il ne serait pas intéressant à exploiter. Parce que dans la pratique, on mesure quand même une augmentation de l'entropie. Par contre, on ne sait pas la prouver. Donc, ce deuxième enjeu, c'est de savoir modéliser le bruit de flicker et donc d'arriver à écrire la formule de l'entropie prenant en compte ce bruit de flicker. Je vous ai parlé de cette architecture-là qu'on appelle MURO pour Multi-Ring Oscillator. Donc, une façon d'augmenter l'entropie, c'est de se dire on va mélanger plus, on va cacher. Bon, c'est souvent une mauvaise stratégie parce que, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on mélange trop, on complexifie les structures et on ne sait plus bien ce qui se passe. Et en sécurité, quand on ne sait plus bien ce qui se passe, on n'aime pas du tout ça. Ce qu'on préférerait, c'est pouvoir avoir un modèle aussi. Donc toujours pareil, pouvoir exprimer l'entropie en fonction de la modélisation de la source d'entropie. Donc ça, c'est le troisième enjeu des TRNG, c'est de pouvoir introduire la modélisation physique du bruit dans la structure complète. Voilà, donc j'en arrive aux travaux actuels dans nos laboratoires. Je vous ai parlé de la structure COSO, cette fameuse structure qui nécessite d'avoir 2 fréquences d'horloge très très proches, mais qui en pratique n'est pas faisable. On a fait un démonstrateur avec des mesures où on utilise ce qu'on appelle les transistors FDSOI. Alors, qu'est-ce que c'est FDSOI? C'est une nouvelle technologie silicium qui se répand de plus en plus aujourd'hui. Et cette technologie, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle fait en sorte que le transistor, que vous voyez ici en coupe, il n'a plus 3 pattes, mais maintenant il a 4 pattes. Et cette 4e patte, qu'est-ce que c'est? On appelle ça la tension face arrière. C'est qu'on est capable de régler la tension sous la grille du transistor. Et en réglant cette tension, qu'est-ce qu'on fait? On vient accélérer ou ralentir le transistor en schématisant avec les mains. Ça permet typiquement quand on fait de l'IoT d'avoir des composants très faible consommation. Et quand on veut, on augmente un peu cette tension et on a de la performance. Et du coup, ce qu'on a proposé, c'était d'avoir une régulation de notre source d'entropie où, en jouant sur cette tension de face arrière, on sache accélérer ou ralentir nos oscillateurs pour avoir des fréquences très proches et donc faire que cette structure COSO soit faisable en pratique. Voilà, on travaille aussi aujourd'hui sur une plateforme ouverte dans laquelle on vient implémenter toutes les architectures de générateurs à base de ring qu'on trouve dans la littérature. Notre objectif, c'est de pouvoir fournir à la communauté un outil, c'est-à-dire que vous achetez une carte FPGA du commerce, vous téléchargez ce code à l'intérieur, en le branchant sur votre ordinateur, vous avez accès à des sources d'entropie que vous trouvez dans la littérature, fonctionnant sur FPGA. Et avec ça, on a une base de test aussi pour calculer les métriques de base. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez bientôt arriver en open source sur vos sites open source favoris. Donc j'en arrive à la conclusion de mon exposé. Donc l'aléa vrai, oui, ça existe, mais c'est basé sur les processus physiques. Pour le mesurer, cet aléa vrai, la statistique ne suffit plus. Donc, modélisation. On remarque aussi que le bruit thermique devient de moins en moins prépondérant dans les nouveaux composants électroniques. Donc, du coup, modélisation de nouvelles sources de bruit. Et en passant par la preuve mathématique intégrant ces modélisations-là. En travaillant aussi sur les modélisations stochastiques de nos sources de bruit. Et je vous remercie pour votre attention. Florian Peubé, merci pour cette masterclass. Je vous invite maintenant à poser des questions, si vous en avez, pour clore cet échange. Merci. Merci, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question, bon, c'est très modestement. Vous parliez d'entropie tout à l'heure avec des diodes Schottky. On pourrait créer de l'entropie aussi avec des transistors, avec un transistor, un émetteur en l'air qui génère un bruit blanc. Derrière, on pourrait rentrer sur un circuit sample and hold qui va générer et pouvoir échantillonner ce signal. Est-ce que là, on est
c'est des vieilles techniques. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est une forme de génération complètement aléatoire? Est-ce que ça pourrait être envisagé, ou est-ce que finalement, ce que vous avez présenté est en phase avec ce modèle qui est je génère un bruit blanc à une entropie, et derrière j'ai un circuit simple and all? Est-ce qu'il y a déjà eu des études réalisées sur ce mode de fonctionnement? Oui, alors dans la littérature, on trouve beaucoup de types de sources d'entropie. La plupart ont leur propre jeu de mesure, donc ça a probablement été étudié, ces structures-là. La problématique aujourd'hui, c'est que si vous voulez certifier votre générateur, donc ça veut dire que vous voulez être dans un composant où cette zone-là est certifiée, il faut que vous puissiez fournir le modèle stochastique, c'est-à-dire le modèle probabiliste de votre phénomène physique. Et aujourd'hui, le modèle stochastique, il existe que pour les oscillateurs en anneaux avec la structure de base. Donc oui, mais cela nécessite beaucoup d'efforts.